Alessandre Appé, bonjour. Bonjour Sam. Comment ça va? Bien, Ça bien. va Et vous? Ça vous plaît Cannes ou pas alors? Oui, j'aime beaucoup. Hein? Très agréable. À part que... À part le temps. Voilà, à part le temps. Mais je vous promets que la prochaine fois, le temps sera avec nous. Voilà, ça J'y compte bien. j'en mets presque ma main au feu. Parfait. Ouais. Non, mais en général, on a du beau temps, mais bon, là, je sais pas pourquoi, ça fait quelques semaines que... en même temps, il y aura de la neige sur les montagnes, donc c'est pas une mauvaise nouvelle aussi. C'est pas une mauvaise nouvelle pour tout le monde Voilà, en tout pour cas. tout le monde, exactement. Donc cette semaine, qu'est-ce que vous nous avez réservé comme sujet? On part à la neige, Voilà. on part dans le froid. On va parler de la Russie D'accord. et de ses cybersquatteurs et des marques qui sont l'objet des convoitises Oui. de ces spéculateurs. C'est aussi un peu dû au fait que le pays soit un peu dans une situation de reconstruction. Il y a vraiment un lieu, c'est on va dire un no man's land un peu quelque part. Et c'est à la fois un Eldorado. Eldorado. C'est aussi un no man's land, vous avez tout à fait raison de le souligner, puisqu'il n'existe pas à l'heure actuelle de procédure spécifique pour le règlement des litiges de nom de domaine, comme on peut en connaître dans d'autres pays, dans beaucoup d'autres pays. On sait comment ça fonctionne en France, même en Chine, où le cybersquatting est aussi très actif. On sait qu'en Russie, il n'y a pas ces mécanismes d'arbitrage. Donc ça, c'est un gros problème, et c'est pour cette raison qu'on va parler un petit peu de stratégie de lutte contre le cybersquatting en Russie. Alors il faut savoir déjà que au fur et à mesure que les années se sont écoulées, la réglementation en matière d'attribution des noms de domaine en Russie s'est considérablement assouplie et qu'aujourd'hui il est très facile, à la fois juridiquement et techniquement, d'enregistrer un .ru. C'est-à-dire que tout le monde peut, qu'on soit en Russie ou pas d'ailleurs, enregistrer son .ru très rapidement en quelques minutes. Donc on a observé depuis quelques années une recrudescence des dépôts frauduleux et les domainers et cybersquatters russes se sont trouvés une vocation. Et donc depuis quelques mois, on observe effectivement de très nombreux dépôts frauduleux. Par contre, on vient d'assister à, je crois, un des records en matière de Sunrise en termes de prix. Parce que comme vous le savez, depuis quelques semaines, le registre s'est ouvert au caractère cyrillique. Donc on peut enregistrer en .ru jusqu'à la fin de la période des ayants droit en marque. Et là, ce qui était vraiment pour nous un peu choquant, surprenant, c'était de voir des sommes allant jusqu'à 200 000 € vendus par le registre directement, sans même rentrer dans un jeu... Ou d'enchères. Oui, d'enchères, absolument, d'enchères. Et ils sont à 200 000 € environ pour un nom de domaine en .ru, je crois. Et puis bon, après ça descend de semaine en semaine en fonction de si c'est pas vendu, etc. Oui, la mise à prix est très élevée pour certains noms, effectivement. Ce qui prouve que l'extension, d'une part, est dynamique, elle est prisée, et elle a tout son sens aujourd'hui. Il faut aussi savoir que cette démarche de cybersquatting correspond au passage à l'économie de marché. Donc déjà, la mentalité a changé là-bas. Et puis, les entreprises européennes, occidentales, américaines et asiatiques ont aujourd'hui des intérêts de plus en plus présents en Fédération de Russie. Par conséquent, je dirais que le cybersquatting n'est qu'une réponse un petit peu à l'évolution économique mondiale. Alors aujourd'hui, concrètement, quand on se retrouve face à un dépôt frauduleux de .ru, comment procéder? Malheureusement, à défaut de procédure d'arbitrage, on procédera toujours par une lettre d'avertissement, ce qu'on appelle couramment une lettre de mise en demeure. Alors il faut faire très attention, comme on n'est pas dans un processus administratif, il faut bien s'assurer en priorité qu'on a bien des droits de propriété intellectuelle en vigueur en Fédération de Russie. Ça, c'est la première condition. Donc déjà, pour un certain nombre de titulaires de marque, l'obstacle va se situer dans leur propre protection. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas de droit, ils ne peuvent pas y aller. La Russie, c'est pas l'Europe. Exactement. On n'est pas protégé par une marque communautaire, donc si on n'a pas visé ce territoire, soit au travers d'une marque nationale, soit au travers d'une marque internationale, malheureusement, on ne peut pas agir. Si une mise en demeure ne suffit pas, il faudra envisager nécessairement le recours à l'action judiciaire. L'action judiciaire qui se déroulera sur le territoire russe, donc selon la loi russe. Ça coûte cher de faire une extension de sa protection de marque d'Europe vers la Russie? Tout dépend en réalité du nombre de produits et de services qu'on va désigner dans sa marque, en réalité. C'est moins cher que pour l'Europe? Parce que l'Europe, je sais qu'il y a beaucoup de
spécificité par Ce rapport sera moins à cher ça. parce que c'est un territoire. Ah oui, donc c'est ça, c'est Voilà. un territoire. Donc on peut faire une désignation internationale. On en aura pour quelques milliers d'euros à tout casser pour viser cette marque. Après, évidemment, peut s'en suivre une procédure d'examen de la marque, d'examen de sa validité, d'examen des droits antérieurs. Donc le coût peut augmenter à cause de ces procédures administratives. Une première instance aujourd'hui devant une juridiction russe va, même pour un nom de domaine bien entendu, sera très rarement inférieur à 15-20 000 euros. Alors la jurisprudence existe, c'est le droit commun qui s'applique. Il faut bien savoir qu'il n'y a pas de loi spéciale en Russie actuellement pour prévenir les atteintes portées par des noms de domaine. Donc on va se référer au droit des marques ou alors au droit de la responsabilité pour faire valoir son droit. Et malheureusement, l'exécution des décisions est souvent difficile à obtenir face à des cybersquatteurs qui ont l'habitude, qui ont des moyens aussi de se défendre. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de cybersquatteurs qui sont bien connus, qui ont l'habitude des rouages de la procédure. Et c'est la raison pour laquelle le conseil qu'on peut prodiguer face à cette problématique, c'est d'essayer, dans la mesure du possible, d'avoir une vision objective du sujet, se rappeler qu'on est face à un nom de domaine. On peut en avoir un besoin stratégique quand on est une entreprise, mais essayer de négocier, s'il est possible, l'acquisition de ce nom de domaine plutôt que d'aller à un tribunal. Alors, ça peut paraître paradoxal que quelqu'un qui est dans le domaine juridique recommande plutôt d'acheter plutôt que de poursuivre. Néanmoins, économiquement, ce sera toujours plus rentable. Alors, il se trouve que les cybersquatteurs savent très bien le coût dont on vient de parler, c'est-à-dire le coût d'une procédure judiciaire. Donc en général, les offres se situent juste en dessous pour à la fois bien gagner leur vie et inciter le titulaire de marque à hésiter à poursuivre. On a une autre possibilité dorénavant. On a des outils notamment de récupération automatique des noms de domaine dans l'extension russe. Ça, c'est la première chose. Donc on peut utiliser et qu'il est recommandé d'utiliser. Et le deuxième point, c'est la possibilité aussi lorsqu'on identifie un dépôt frauduleux, c'est avant même d'intervenir par voie de mise en demeure, c'est tout simplement d'intervenir sous couvert d'anonymat et d'essayer d'acquérir le nom de domaine sans se dévoiler et d'essayer de négocier de cette manière un meilleur prix, un prix beaucoup plus compétitif auprès du spéculateur. Et effectivement, les résultats, dans les faits, sont régulièrement assez bons. Ils sont d'autant plus facile lorsque l'extension visée par le dépôt frauduleux est par exemple le point SU qui est quand même nettement moins attrayant, on va dire, que le point RU, même si on observe aussi du cybersquatting dans ces sous-extensions de la Fédération ou l'ancienne extension de l'Union soviétique. Voilà. Donc ce qu'on peut recommander effectivement, c'est d'avoir une vision pragmatique des choses, savoir quels sont les réflexes à avoir, protection de la marque, le coût de l'action judiciaire et donc du coup les moyens palliatifs qu'on peut utiliser, le rachat anonyme, la mise en demeure, la négociation, évidemment derrière les accords transactionnels dans lesquels on essaye de se prémunir pour l'avenir des atteintes qui peuvent être portées à la marque par ce fameux spéculateur. Et puis même quand on arrive à un accord, il faut aussi, je pense, être prudent sur la manière dont on a de finaliser cette transaction. Tout à fait. Parce que des fois, on peut se retrouver en face de personnes qui, ayant reçu les fonds, ne transfèrent pas et on est bloqué aussi. Exactement. Dans ces hypothèses, dans tous les cas, on essaiera de faire appel à un séquestre et ne verser les fonds que lorsque l'accord est signé et le contrôle technique effectif sur le nom est assuré. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en Russie, les opérations de transfert de propriété de nom de domaine se passent par des procédures classiques papier via le registre, ce qui a tendance quand même à sécuriser un tout petit peu la procédure. Donc tant qu'on n'aura pas les papiers signés par le titulaire du nom de domaine, on ne verse rien du tout. Donc prudent jusqu'au bout, c'est effectivement là qu'il faut être très attentif, faire appel à des gens qui savent faire, qui ont l'habitude, qui connaissent, le terrain. Soit localement, soit avec des partenaires habituels. Absolument. Eh ben, c'est parfait, ça nous donne beaucoup de fil à retordre. Très bien. Qu'est-ce qu'on prévoit pour la semaine prochaine? Tu avais une idée un petit peu? Nous allons évoquer le regard de l'expert en matière de procédure UDRP. D'accord. Les bonnes pratiques pour bien engager une procédure. Parfait. Eh ben, je vous dis à la semaine prochaine alors. À la semaine prochaine. Sam. Merci, au revoir. Merci.